Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitras-Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et cette semaine, j'accueille deux talentueuses chroniqueuses, deux habituées. Donc Rosalie Racine d'abord qui va nous parler des jeunesses hitlériennes. Allô Rosalie. Allô Chloé. Et ensuite Magali Lagu-Maltais qui va traiter de la tragédie grecque et du poète Échille. Et enfin, je vais terminer l'émission en mettant mon chapeau de chroniqueuse. C'est la fin de session, hein, donc j'en suis occupée. Et je vais vous parler des femmes dans les forces auxiliaires durant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie d'Eliott Boulat. Allô Eliott. Salut Chloé. Donc on va commencer immédiatement avec Rosalie. Oui. Hein, dernière fois, tu es venue nous parler des mères dans le régime nazi. Oui. Cette fois-là, tu vas nous parler des jeunes. Oui, on va faire une suite logique, oui. Donc, les jeunesses hitlériennes, comme le nom l'indique, c'est une organisation jeunesse qui est parrainée par le régime nazi. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont été établis avant même que les nazis ne prennent le contrôle de l'Allemagne en 1933. Par exemple, la première version, si on peut dire, là, des jeunesses hitlériennes a été fondée en 1922 sous le nom de Association des jeunes du NSDAP qui est le parti nazi. Ça a été fondé par un jeune homme de 17 ans qui pouvait pas, lui, joindre le parti nazi parce qu'il était trop jeune. Il était désappointé. Oui. L'âge d'adhésion, c'est 18 ans. Et lui, à 17 ans, il a décidé qu'il voulait pas attendre. Donc, il a créé ce mouvement jeunesse-là pour les jeunes qui étaient intéressés par les idées nazies. Et cet appel-là va d'abord rejoindre 300 jeunes garçons qui vont le suivre dans son mouvement et qui sont devenus membres de cette association-là. Mais déjà, pour 1922... Oui, c'est ça. C'est assez tôt, mais ça commence assez fort là, déjà. Et l'association a été jumelée avec la SA, qui est à ce moment-là l'organe paramilitaire principal du régime nazi, du parti nazi en fait. Toutefois, rapidement après sa fondation, l'association des jeunes du NSDAP va être interdite parce que après le putsch de la brasserie en novembre 1923, donc le putsch raté d'Hitler qui avait tenté de prendre le contrôle de la Bavière, donc après cet échec-là, le gouvernement a mis en place temporairement une interdiction de toutes les associations nazies, ce qui incluait les organisations jeunesse. Il y avait mauvaise presse là, à ce moment-là. Là. Oui, c'était pas un bon moment pour eux. Ça aurait dû rester comme ça? Oui, effectivement, mais ça sera pas le cas. Le mouvement jeunesse va quand même toutefois continuer d'exister un peu en secret par le mouvement jeunesse de la Grande Allemagne qui, lui, est fondé en 1924. C'est d'ailleurs ce mouvement-là qui va devenir l'organisation jeunesse officielle du parti nazi une fois que l'interdiction va être levée et elle va être renommée Hitler Union, donc Jeunes d'Hitler, jeunesse hitlérienne, en 1926. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va être officiellement intégrée à la SA à ce moment-là. Donc, le parti nazi gagne en popularité au début des années 1930 et les organisations jeunesse nazies aussi. C'est une façon pour eux, en fait, d'aller influencer, d'aller rejoindre aussi une plus grande partie de la population. Et pour faire ça, ils vont agrandir l'organisation pour aussi inclure les jeunes filles. Ah, les chanceuses. Oui. Donc, en 1931, il y a 4 sections qui sont divisées selon l'âge et le genre des enfants et des adolescents-adolescentes. On regroupe les 10-14 ans ensemble divisés selon le genre et les 14-18 ans, même chose. OK. Donc, le plus jeune qu'on va avoir, c'est 10 ans. Oui. Quand même, c'est ça. Les adhésions aux jeunesses hitlériennes étaient passées de à peu près 1200 en 1923 à plus de 100 000 à la fin de 1932, donc avant même que les nazis prennent le pouvoir en Allemagne. Oui, c'est vraiment énorme. Il y a quand même un gros mouvement de vers ces organisations-là. Est-ce que c'est parce que ce qu'ils font est populaire, dans le fond? Oui, je vais revenir un peu sur le genre d'activités qu'ils font, mais c'est assez varié aussi. Là, donc, ça rejoint quand même un grand nombre... Donc, si on enlève les parties peut-être peu idéologiques, ça peut être intéressant pour des jeunes. Pour des enfants, oui. Ça les fait sortir, ça les fait socialiser, mais il y a cette partie idéologique-là qui est problématique. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le régime nazi avait vraiment l'intention d'endoctriner les jeunes générations avec leur idéologie. Et les organisations jeunesse vont donc vraiment jouer un rôle important dans la nazification de la société allemande. Le but de ce processus-là de nazification, c'était vraiment de défaire les structures sociales et les traditions qui existaient déjà et de les remplacer par les nouvelles qui correspondaient aux idées et aux objectifs nazis. Les jeunesses hitlériennes, dans cette optique-là, devenaient vraiment un outil pour imposer une certaine conformité aussi. Donc, les enfants portaient les mêmes uniformes, chantaient les mêmes chants nazis et participaient tous à des activités qui étaient similaires.
Un groupe homogène, là. Oui, c'est ça. On veut pas de différence. Un bon arien, c'est quelqu'un qui se fond dans la communauté du peuple et c'est la masse, là. Ouais. Exactement. Donc, les membres des jeunesses hitlériennes étaient considérés vraiment comme des éléments essentiels pour assurer le futur de l'Allemagne nazie. Les premières années, sous le régime, les organisations de jeunesse vont s'être appropriées plusieurs des activités qui étaient utilisées dans le mouvement scout, mouvement qui a été interdit en 1935 en Allemagne. Mais avec les années, les nazis ont modifié ces activités-là. Donc, surtout pour les garçons, les activités vont commencer à ressembler davantage à un entraînement militaire. OK. On va les entraîner aux armes, on va les entraîner avec les tactiques militaires de base, des circuits de course, un peu à la CrossFit, si on veut. Donc, on met vraiment l'emphase sur la forme physique des jeunes, en fait. Puis l'entraînement un peu militaire, c'est même pour le groupe de 10 à 14 ans? Oui, c'est ça. Vu que c'est la SA, en fait, qui parraine la SA, qui est vraiment comme une organisation paramilitaire. Donc, cette structure-là va couler un peu, là, si on veut, sur les jeunesses hitlériennes. Même sur les enfants. Là. Même sur les enfants. Pas juste les ados. Non. Et le but de ça, c'est vraiment de faire naître une motivation qui allait permettre aux jeunes d'aller combattre, d'aller défendre l'Allemagne nazie dans une potentielle guerre. Et dans le même objectif, il y a l'idée du sacrifice pour la patrie aussi qui va être inclus dans l'entraînement des jeunes. Donc, rapidement, on les brainwash, si on veut, là, oui. à vraiment tout donner pour l'Allemagne, parce que c'est la seule option qui existe. Là, et ça, avant même qu'ils rentrent en guerre. Avant même qu'ils rentrent en guerre, effectivement. Les activités qui étaient pratiquées par les différentes branches des jeunesses hitlériennes correspondaient aussi au futur rôle qu'ils devaient jouer dans la société. Donc, les garçons, d'un côté, en plus de leur entraînement militaire, vont aller travailler sur les fermes pendant l'été et vont participer à des compétitions sportives, surtout la boxe, pour leur permettre de s'entraîner. Les filles, elles, qui étaient dans la Ligue des filles allemandes, étaient préparées à devenir des mères et des épouses. Donc, elles participaient aussi à des activités sportives, mais plus comme la gymnastique. Et les activités sportives qu'elles pratiquaient étaient davantage collectives et synchronisées versus les activités individuelles et compétitives qui étaient pratiquées par les garçons. En plus dans le communautaire. Là, exactement. On veut vraiment leur montrer la valeur du travail collectif aux filles seulement. Donc, en plus de ça, la Ligue leur apprenait à tenir une maison, à prendre soin de la famille. Donc, elles apprenaient à coudre, à cuisiner, à vraiment faire toutes les tâches domestiques nécessaires au maintien de la maison. Les jeunesses hitlériennes ont aussi été utilisées pour opprimer les indésirables, entre guillemets, là, oui. De la société allemande. On les utilisait, par exemple, pour disperser des groupes jeunesse religieux, pour les espionner. On les utilisait pour diminuer la présence dans les églises. Donc, vraiment pour... C'est comme une gang de bombes contrôlées par... Exact, par l'État. Par l'État? Oui, c'est tout à fait ça. Sauf que c'est des enfants. Oui. Donc, l'éducation et l'entraînement dans les jeunesses hitlériennes étaient mis en place vraiment pour aussi d'évaluer les valeurs de la société traditionnelle qui existait en Allemagne. Dans ce même principe d'uniformité-là que j'ai déjà mentionné, les jeunesses hitlériennes cherchaient à effacer les divisions sociales entre les classes pour les remplacer par des distinctions raciales qui étaient dictées par leur idéologie. Mais vraiment, la force des jeunesses hitlériennes, ça réside dans leur nombre. Un nombre qui est vraiment important. Comme je le mentionnais tantôt, en 1932, il y a plus de 100 000 enfants et ados qui font partie de cette organisation-là. À la fin de 1933, c'est 2,5 millions de membres qui font partie des jeunesses hitlériennes. OK, c'est énorme, là. C'est énorme. Ça s'explique en partie par la prise en charge des organisations jeunesse religieuses qui existaient déjà. Donc, l'État va mettre la main là-dessus. Donc, on empêche d'autres possibilités, en fait, pour les enfants. Exactement. Ça devient un peu comme la seule place où il peut y avoir des activités. On les gobe un peu là, pour les ramener dans ce mouvement de jeunesse hitlérienne-là. Donc, en décembre 1936, il y a une loi qui va être dictée qui, là, officialise le fait que les jeunesses hitlériennes sont la seule organisation jeunesse qui peut être permise en Allemagne. Et même avant l'adoption de cette loi-là, les jeunesses hitlériennes avaient atteint, en décembre 1936, 5 millions de membres. Donc, ça augmente assez rapidement, là, à partir de 1933. Et c'est juste avant le début de la guerre, en mars 1939, que la conscription, c'est vraiment la conscription qu'on va utiliser, de tous les jeunes Allemands, ariens évidemment, est officialisée, et ça, même si les parents s'y opposent. C'est vraiment, vu que les mots que tu utilises, c'est vraiment très, très militaire. Oui, c'est une organisation qui se veut peut-être un peu ludique dans la mesure où ça les fait socialiser et tout, mais c'est une organisation qui prépare les jeunes à l'inévitabilité de la guerre là, qui s'en vient pour défendre cette grande Allemagne-là qu'Hitler veut se voir réaliser. En 1940, les jeunesses hitlériennes atteignent le 8 millions de membres.
Et c'est des chiffres là, que j'ai trouvés, c'est le plus haut nombre de membres là, que les Ce qui est jeunesse citoyenne environ vont la population du Québec. Environ, ouais. Un peu moins peut-être, là, mais ça y ressemble beaucoup, effectivement. C'est quand même effrayant. Oui, c'est que oui. Quand on relativise, ça fait un peu peur, effectivement. Ben, même avant que la participation devienne obligatoire, la pression sociale était vraiment très forte pour que les jeunes joignent les jeunesses hitlériennes. Par exemple, les élèves recevaient des travaux à faire de leurs professeurs qui avaient comme titre « Pourquoi ne suis-je pas dans les jeunesses hitlériennes? » Ah, une belle petite dissertation. Oui, une dissertation quand tu as 10 ans peut-être sur une question... ça pousse en fait à endoctriner un peu les parents parce qu'on les force à ce moment-là à inscrire leurs enfants. Ils vont être moqués par les autres professeurs, par les autres élèves, et les plus vieux pouvaient se voir refuser l'obtention de leur diplôme s'ils n'étaient pas membres de l'organisation, ce qui rendait impossible leur admission à l'université. Donc, il y a plusieurs garçons qui vont sortir de l'organisation, mais qui, en raison de tous les bâtons dans les roues qu'on leur met, donc pas d'emploi, pas de continuité scolaire, vont décider d'y retourner malgré là, un manque de conviction. Donc, il y a plusieurs membres des jeunesses hitlériennes qui vont y aller par dépit. C'est l'exemple, par exemple, de Hans Scholl, qui était à la fois membre des jeunesses hitlériennes et membre du groupe de résistance de la Rose Blanche. Donc, c'est deux trucs assez distincts, mais qui pouvaient se marier d'une certaine façon. Il était venu à la session passée nous faire une chronique là-dessus. Oui, il me semble que c'est l'automne dernier. Donc, en raison vraiment de ce nombre imposant-là, puis de leur influence indéniable sur la société, les jeunesses hitlériennes sont considérées par plusieurs historiens comme le mouvement de masse le plus performant du régime nazi. Quand même. Et c'est des enfants. Oui. Quand la guerre s'est déclenchée en septembre 1939, il y avait déjà une génération qui avait été élevée en partie par les jeunesses hitlériennes et qui, elles, étaient prêtes à aller servir l'Allemagne. Donc, qui se sont vu confier les rôles de soldats, de policiers, de secrétaires, d'infirmières. Donc, ça fait des soldats qui sont quand même assez qui sont déjà endoctrinés, effectivement. Même s'ils étaient trop jeunes pour aller combattre, la deuxième génération a quand même été mise à contribution, surtout dans les organisations de secours liées à la guerre. Donc, ils envoyaient des paquets aux soldats sur le front. Elles vont aider à reconstruire les villes après les bombardements alliés. Donc, il y a plusieurs rôles sur le front domestique qui leur sont destinés. Les plus vieux vont aussi être parfois déployés sur les territoires qui ont été annexés par l'Allemagne avant le début de la guerre. Les nazis croyaient que ces populations-là devaient être regermanisés. Donc, les plus vieux vont aller enseigner la langue allemande et les traditions culturelles allemandes vues par les nazis à ces populations-là. OK. En 1940, la mission des jeunesses hitlériennes va changer assez drastiquement. En fait, le nouveau dirigeant qui arrive à ce moment-là va transformer les jeunesses hitlériennes en forces auxiliaires, ce qui allait leur permettre d'accomplir des tâches qui étaient directement reliées au déroulement de la guerre. Les garçons, par exemple, vont venir en aide aux pompiers sur le front domestique, vont participer de façon plus active encore à la reconstruction des villes. Et les filles vont aller aider dans les soupes populaires, vont assister les infirmières là, auprès des soldats. Et ils seront pas, tu as parlé du front domestique, ils seront pas envoyés proche du front militaire, par contre. Le front militaire, ça arrive en 1943, alors que la situation militaire allemande prend vraiment un tournant pour le pire. La Waffen-SS, qui est la division armée de la SS, a mis en place une division spéciale qui était appelée la division Hitler-Jugend, qui était composée exclusivement de membres des jeunesses hitlériennes qui étaient âgés de 16 et 17 ans. Cette division-là a d'abord été déployée en France, où elle a commis plusieurs massacres, comme celui de prisonniers de guerre canadiens à l'abbaye d'Ardennes. Donc, les jeunes de 16-17 ans là, qui font... Ouais, qui font la guerre, comme les plus vieux la font. Et la division a aussi été déployée lors du débarquement de Normandie contre les forces canadiennes et britanniques. Dans les mois qui ont suivi ça, la division a vraiment acquis une réputation macabre là, pour sa violence et son fanatisme. Même encore aujourd'hui, dans les livres d'histoire, là, elle est reconnue pour sa violence particulière. Lors des derniers mois de la guerre, avec l'invasion de l'Allemagne par les Alliés, les jeunes hommes et les plus âgés, donc tout le monde entre 16 et 60 ans, sont mobilisés dans une milice locale, donc le Volkssturm, qui littéralement veut dire tempête du peuple. C'est vraiment le dernier espoir pour les nazis. C'est la dernière barrière. Là. La dernière barrière. Les plus jeunes membres des jeunesses hitlériennes à avoir été mobilisés lors des derniers moments de la guerre avaient 12 ans. OK. Et d'ailleurs, le plus jeune soldat qui va être décoré par Hitler dans sa dernière apparition publique officielle avait 13 ans. Donc, ce sont quand même des enfants qui ont dû prendre les armes, donc possiblement tuer des gens. C'est le... Ouais, à 12-13 ans. C'est psychologiquement, ces enfants-là, plus tard, dans les années... Quand ils sont devenus adultes, c'est difficile la réintégration. Ouais.
Une fois que la guerre est terminée, par exemple, les Alliés ont dissous les jeunesses hitlériennes parce qu'elles étaient considérées comme une partie intégrante du parti nazi et le parti nazi est complètement interdit. Il y a plusieurs des membres des jeunesses hitlériennes qui vont être accusés de crimes de guerre, mais parce que l'organisation était constituée de personnes mineures, les poursuites ont rarement abouti. Même si les jeunesses hitlériennes en elles-mêmes n'ont jamais été déclarées comme une organisation criminelle par les procès alliés, en fait, les Alliés ont quand même jugé que les adultes qui avaient encadré ce mouvement-là avaient commis des crimes contre la paix dans leur corruption des enfants et des adolescents allemands. Donc, il n'y a pas d'enfants en tant que tels qui, eux, ont été jugés coupables. Non. C'est vraiment seulement les adultes. Vraiment aux adultes. Puis je pense le premier dirigeant des jeunesses hitlériennes lors du premier procès de Nuremberg, donc 45-46, a été condamné à comme 20 ans de prison. OK, quand même. Entre autres pour cette raison-là. Peut-être une petite recommandation avant de finir pour les gens qui s'intéressent à ça, qui aiment les films historique, oui. Historique, un peu satirique aussi. Il y a le film Jojo Rabbit qui est sorti, si je me trompe pas, en 2019. Donc, Jojo, qui est le personnage principal de l'histoire, fait partie des jeunesses hitlériennes. Donc, on le voit un peu cheminer. Petit, hein? Il est dans les jeunes. Oui, il y a à peu près 12 ans, là. Donc, dans les plus jeunes, on le voit cheminer à travers cet endoctrinement-là. Ça se passe un peu plus vers la fin de la guerre aussi. Donc, on le voit participer sur le front à Berlin. Ça donne vraiment plein de points de vue intéressants. Puis, on le voit cheminer à travers son endoctrinement aussi. Donc, très bon film si jamais les gens que tu recommandes. Que je recommande fortement, même. Ben, merci beaucoup, Rosalie. Merci. Si les mouvements jeunesse vous intéressent, mais que vous voulez quelque chose de plus positif, peut-être un peu moins brainwashé, on vous propose la chronique du 22 février 2019 de Sarah Laflamme Tremblay sur Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Et on va aller en pause musicale. Oui, on va écouter Black Swan Theory 2 de Foudre.
retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va poursuivre l'émission avec un monument de l'émission. Hein? À chaque fois que tu viens, on te donne des beaux surnoms. Mon Dieu, c'est comme tellement... merci. C'est franchement, quel beau terme. Oui, ben t'es là depuis le début, puis à chaque fois, c'est bon. Eh oui. Bon, merci. Donc, Magali Lagumalté, on va quand même le nommer. Tu as un peu notre statut de Phidias. Oui. Seigneur, je vais revenir plus souvent. Gagne. Ben oui. Et aujourd'hui, en fait, tu viens nous entretenir sur un poète populaire à Athènes. Exactement. Pour ses tragédies. Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui, je voulais parler un peu de la tragédie grecque dans un premier temps et ensuite d'un poète chouchou des Athéniens parce que tout au long de l'année, on a vécu beaucoup de tragédies nous-mêmes. Dans les CHSLD, ce qui s'est passé a été qualifié de tragédie. Les effets du confinement sur la santé mentale nous font craindre des tragédies. La fermeture des musées, des théâtres, c'était une tragédie pour le milieu culturel. Bref, on a entendu ce mot-là tellement souvent et j'ai voulu revenir à la racine du mot. Ça sort d'où? Ben oui, c'est ça. Ça sort d'où, la tragédie? C'est quoi? Eh bien, ça sort, vous vous doutez bien, puisque je suis là, de la Grèce antique. C'est la civilisation qui a vu naître le théâtre et d'abord, le théâtre est né sous la forme de la tragédie. En fait, la comédie va naître un petit peu plus tard et va naître comme une parodie du genre tragique. Et donc voilà, notre tragédie, elle était présentée dans la Grèce antique lors de concours qui se déroulaient pendant les fêtes religieuses. Et cette naissance du théâtre dont j'ai parlé, on ne sait pas exactement quand ça s'est fait. On sait que dès l'époque archaïque, c'est-à-dire dès 800 à 600 avant Jésus-Christ, tout ce que je vais dire est avant Jésus-Christ, si jamais je ne le précise pas, il y a divers types de spectacles, de représentations publiques qui avaient lieu, comme des chœurs, donc des chorales de citoyens qui se produisaient dans des cérémonies, dans des concours panhelléniques, c'est-à-dire les grands concours comme les Jeux olympiques, où il y avait des concours autant sportifs, mais aussi musicaux. Oui, mais Louis-Charles Lamontagne était nous en parler dans une chronique à l'automne passé aussi. C'est vrai, vous écoutez ça, c'est très intéressant. Et il y avait aussi des manifestations peut-être un peu plus privées, des poètes qu'on appelle les Zaèdes, qui allaient réciter des poèmes homériques, donc les poèmes comme l'Iliade, l'Odyssée, dans des banquets, dans des réceptions. C'était des récitations poétiques qui étaient un petit peu rythmées, un peu chantées. Et finalement, la slam poésie. Oui, un petit peu, parce que c'est des techniques, comme c'est des gens qui récitent par cœur des grands textes, il y a des sortes de rimes, des petits rythmes qui peuvent être soutenus pour pouvoir mieux le mémoriser. C'est ça, pouvoir mieux mémoriser. Et finalement, il y a le culte de Dionysos, qui est le dieu de l'étrangeté, de l'ivresse, de la vigne, de la végétation et éventuellement du théâtre, qui comportait plusieurs processions pour l'honorer, des processions qui impliquaient de la danse, de la musique, des déguisements. Donc, tout ça, c'est comme des manifestations un peu pré-théâtrales qui ont fait en sorte que, éventuellement, le théâtre est né. On ne sait pas exactement à quelle date, mais on sait que l'histoire de la tragédie, elle a débuté probablement au 6e siècle à Athènes. Et la première représentation dramatique et les premiers concours, d'ailleurs, de tragédie auraient eu lieu vers 536-532, toujours avant Jésus-Christ, sous l'impulsion d'un homme qui s'appelait Thespis. Et donc, on connaît presque rien, finalement, sauf qu'il aurait ajouté au chant du chœur des déclamations, une tirade. Donc, il aurait inventé finalement l'acteur. Mais c'est ce que ça nous dit, en fait, c'est que le théâtre va rester très lié dans la Grèce antique à la musique et au chant choral. Dans toutes les pièces qui sont conservées, en tout cas du 5e siècle, il y a toujours des intermèdes musicaux ou l'intervention du chœur qui chante, qui prend la parole dans la pièce, qui fait partie intégrante, là, finalement. On est plus dans des tragédies musicales. C'est ça, il y a comme vraiment un élément musical qui vient sous-tendre tout ça. Et en fait, le chœur, c'est comme la voix de la communauté, c'est la voix publique qui se fait entendre. Ça représente le peuple un peu. C'est ça, c'est comme dans une pièce, par exemple, je sais pas si ça se déroule à Thèbes, ça va être peut-être le peuple des Thébains qui intervient puis qui commente la situation puis qui comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a comme l'opinion publique. C'est ça, on entend leur opinion. Et le premier auteur tragique sur lequel on est un tout petit peu renseigné, que je trouve très drôle, il s'appelle Phrynikos. Il aurait remporté une première victoire dans un concours vers 511-508, toujours avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui aurait d'ailleurs introduit les premiers personnages féminins au théâtre, ce qui est intéressant. Mais bon, les acteurs étaient tous des hommes, donc il n'y avait pas de femmes sur scène, mais elles sont représentées, jouées par des hommes. Voilà.
Donc au moins, ils sont là. Elles sont comme là, sans mais pas l'être. vraiment là. Bon. Puis d'ailleurs, les personnages féminins du théâtre grec sont très forts et intéressants. Donc c'est dommage qu'elles n'aient pas pu être jouées par des femmes. Mais bon, c'est cela. C'était pas la société la plus féministe au monde. Vous en doutez bien. Et Hérodote soutient que notre Phrynikos, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'il aurait été mis à l'amende pour avoir présenté une pièce qui avait trop fait pleurer le public en 494. Ça relatait la prise de la cité de Milet, qui est une cité en Turquie actuelle, la prise par les Perses qui avait détruit la cité, qui avait réduit la population en esclavage. Donc, les gens avaient été très émus et Phrynikos, a été puni. C'était trop proche de ce qu'il avait vécu. C'est ça, c'était comme trop proche de cet événement-là. Il faut être talentueux pour faire pleurer autant de monde. Exactement. Donc, c'est peut-être un gage de son talent. Et finalement, ces représentations-là théâtrales, elles avaient toutes lieu lors de fêtes religieuses qui étaient célébrées par la cité, plus particulièrement les grandes Dionysies qui avaient lieu en mars. Et un petit peu avant, il y avait les Lénéennes, qui est un autre concours dédié à Dionysos, notre dieu du théâtre. Et aux Dionysies, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pouvait tout le monde pouvait assister, je ne sais plus comment parler maintenant, assister aux représentations. C'est l'État qui prenait en charge le coût d'entrée des plus pauvres, même grâce à un fonds commun qui était appelé le Théoricon, qui était réservé au spectacle. Donc, c'est pas quelque chose qui est bourgeois, en fait, comme on sait, comme... Non. Des fois, la musique va le devenir peut-être un peu le théâtre avec les années, puis là, à ce moment-là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Exactement. C'est quelque chose qui lie toute la communauté ensemble, puis pas juste la communauté des citoyens, les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui vivaient à Athènes, mais qui n'avaient pas de droits civiques, les femmes, même si on veut amener un esclave, on peut. C'est comme donc une expérience collective où tout le monde est amené à participer en tant que spectateur et même que... Et c'est à l'extérieur, ça? Oui, c'est ça. Le théâtre de Dionysos, c'est toujours des théâtres extérieurs là, pour une bonne partie de l'Antiquité. Et c'est un théâtre que vous pouvez encore visiter à Athènes sur le flanc de l'Acropole. C'était un bâtiment, en tout cas c'était une structure absolument immense. Ça le rend pas vraiment aujourd'hui de ce qui en reste, mais il y avait de 15 000 à 17 000 personnes qui pouvaient s'asseoir dans le théâtre. Oui, c'est impressionnant. Et oui, c'était une des réunions de citoyens les plus importantes certainement de l'année. Et le théâtre, finalement, c'était vraiment l'affaire, hein, comme on le comprend, de toute la communauté. C'était une institution civique, à proprement parler. Puis, c'était donc des magistrats, donc des gens qui étaient élus ou sélectionnés, des citoyens qui étaient désignés pour présider à la préparation des concours dramatiques, présider au choix des poètes qui allaient s'affronter dans une sorte de concours de théâtre, le choix des acteurs, le choix des gens qui étaient dans le chœur, et tous ces gens-là étaient finalement des citoyens d'Athènes. Donc, est-ce que ça fait en sorte que les poètes avaient un certain statut, un certain prestige à Athènes? Ben certainement. En tout cas, ils ont eu un renom très important au 5e siècle, et un autre poète s'est beaucoup engagé aussi dans la vie politique, et on lui a confié beaucoup de responsabilités parce que c'était quelqu'un dont on savait qu'il était non seulement capable de faire réfléchir la communauté, mais aussi d'agir en tant que politicien. Puis quand on était couronné vainqueur dans un concours, ben c'est sûr que ça amenait beaucoup de prestige, et c'est souvent en fait des grands poètes dont on a recopié les œuvres, et ensuite on se les procurait probablement qu'à la fin des concours, il y avait une sorte de publication qui était rendue accessible pour les gens. Un acte de colloque. Ouais, voilà. Genre un acte de colloque du concours. Et donc oui, c'était comme vraiment quelque chose qui était assez prestigieux. Et d'ailleurs, au 5e siècle, en parlant de prestige, là, il y a seulement des nouvelles créations qui étaient admises au concours. Donc, il fallait toujours créer des nouvelles pièces. On rejouait jamais un drame qui avait déjà été joué. Mais Échille, à sa mort, va recevoir l'immense privilège qui autorise finalement la reprise de ces drames dans les concours. Et ça dénote vraiment de sa popularité et de l'amour du public athénien qui a pilé sur ses propres règles pour qu'on puisse rejouer les pièces d'Échille parce qu'on les aimait trop. Et donc, c'est là, j'en arrive après ce long préambule à notre Échille. Parfois, je m'enthousiasme, mais là, je vais expliquer toutes sortes de choses, donc je vais faire vite. Mais Échille, il a vécu entre 526 et 456 avant Jésus-Christ. Il a commencé sa carrière théâtrale dans les premières années du 5e siècle. Et au cours de sa carrière, il a composé 73 drames, remporté 13 victoires de son vivant.
parce que ces pièces ont ensuite été réinterprétées par d'autres. Et la première de ces victoires, elle remonte à 484. Échille, c'est un homme qui était adolescent lorsqu'Athènes s'est débarrassée des tyrans, donc des dictateurs qui étaient à sa tête, et qui va instaurer finalement la démocratie. Une fois rendu adulte, il a combattu à la bataille de Marathon et ensuite à la bataille de Salamine. Ces deux grands événements de l'histoire grecque là, du début du 5e siècle, c'était des guerres qui avaient opposé les Grecs aux Perses. Et d'ailleurs, il a raconté son expérience dans la bataille de Salamine dans la fameuse pièce Les Perses, qui a été présentée en 472. Et c'est d'ailleurs la plus ancienne pièce de théâtre qui nous soit parvenue dans son entièreté. OK, donc on l'a de A à Z. De A à Z, on peut la lire encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore jouée? Je crois que le théâtre grec... Elliot nous fait signe que oui, à travers l'écran. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les tragédies grecques sont encore jouées souvent. Je me rappelle en avoir vu 2 dans les dernières années là, ici à Montréal. Mais c'est ça, donc ça a encore une portée... c'est ça, c'est des pièces avec des thématiques qui peuvent être reprises selon nos valeurs actuelles, puis donc ont une portée un peu universelle, et c'est ça qui est intéressant. Donc, de son œuvre d'Échille, il nous reste que 7 tragédies sur 73. C'est quand même assez peu, mais bon, au moins ça nous permet de le connaître et de dégager quelques thèmes de son théâtre. D'abord, il y a la simplicité. C'est une intrigue qui est loin d'être complexe. D'habitude, ça va vraiment du point A au point B sans vraiment de surprise ou de rebondissement, parce que c'est pas ce que Échille veut nous montrer. En fait, il veut exalter la puissance des dieux et de leur justice sur le monde humain. Est-ce que c'est dans le but aussi un peu d'être accessible à tout le monde, surtout sachant en fait que tu parlais qu'il y avait toute la population en fait qui pouvait assister? Est-ce qu'il y a un peu une volonté de... Ben, c'est intéressant, mais c'est peut-être que c'est pour ça, mais après, il y a aussi des poètes qui vont aller vraiment vers les coups de théâtre, les rebondissements. Fait que je pense que ça dépend de l'effet qu'on veut produire. Okay. Et lui, il choisissait peut-être un effet qui était plus une morale. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir tant de revirements de situation pour, disons, accentuer cette morale-là. Donc, ça dépend. Ça serait une bonne question. En fait, c'est comme une bonne question parce que c'est dur de savoir la réaction du public à l'œuvre puis de pourquoi est-ce qu'il a choisi cette technique-là. Mais c'est ce qu'on constate, en tout cas, quand on lit son théâtre. Et par exemple, là, c'est pour donner une idée de cette puissance des dieux, dans la pièce Les Perses, il va célébrer la victoire des Grecs sur les Perses en soutenant que les artisans véritables du succès, ce ne sont pas les hommes, même s'ils ont été très courageux, mais bien les dieux. En fait, c'est parce que les dieux ont voulu punir l'hubris, c'est-à-dire la démesure du roi Xerxès, du roi des Perses. L'hubris, la démesure, c'est ce que tout mortel doit absolument éviter, c'est de s'attirer la colère des dieux en sortant de notre condition. On nous a mis à une position sur la terre et on ne doit pas sortir de cette position-là, sinon c'est comme se comparer aux dieux, se faire un dieu et ça c'est un sacrilège important qui va attirer sur nous le courroux divin. Donc les changements de classe sociale, c'est non. C'est pas nécessairement de changer de classe sociale parce que ça c'est comme dans la vie humaine, ça se produit, c'est vraiment je vais donner un exemple. Le roi des Perses, il a construit un pont de bateau sur un détroit pour faire traverser son armée. Puis ça a été considéré comme mettre un joug, comme d'étrangler la mer. Et la mer, c'est une divinité. Donc, on peut pas faire ça. Puis en plus, il aurait fouetté la mer parce que son pont de navire se serait brisé. Donc, t'as fouetté un dieu. Ça se fait pas. C'est une grosse insulte. Et là, c'est sûr que tu vas avoir sur toi le châtiment divin. Et finalement, la pièce, elle va servir de leçon un petit peu pour les vaincus et les vainqueurs parce qu'il dit, je cite un extrait de la pièce, « Nul mortel ne doit nourrir de pensées au-dessus de sa condition de mortel, car la démesure, quand elle vient à fleurir, produit l'épi de l'égarement, et l'on en tirera une moisson de larmes. » Donc, c'est vraiment la tragédie frappant quand on respecte pas cette place qui nous est allouée dans le monde. Et donc, voilà, c'est une signification universelle à partir d'un événement historique qu'Échille nous présente.
Et son œuvre va souligner, d'autre part, puisque c'est un tragique, que le malheur, même quand c'est le résultat d'une faute individuelle, va toujours toucher une collectivité, une race au sens d'un clan du même sang, d'un peuple, d'une cité, d'une communauté. Et donc, il va composer ce qu'on appelle des trilogies liées, c'est-à-dire un ensemble de 3 drames séparés, mais qu'on présentait back à back, qui vont raconter les étapes successives d'une même histoire. Parce que cette structure-là lui permettait de montrer que chaque génération était vraiment étroitement liée aux précédentes. C'est comme un 3 tomes. C'est ça, c'est comme... Ça peut être long, une journée? Oui, c'est ça. Les dramaturges, dans les concours, présentaient 3 tragédies de suite en une journée. Donc, ça impliquait là, vraiment de rester assis une bonne partie de la journée à regarder du théâtre. Ce qui est quand même une expérience particulière quand on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, là, qu'on est à l'extérieur. C'est pas particulièrement confortable. Je pense que les gens devaient amener un lunch, sincèrement. Je pense qu'ils devaient... ça devait être toute une expérience. Mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de moyens de divertissement, donc j'imagine que c'était un grand moment dans l'année, donc on voulait pas manquer ça. Et dans ces pièces, ce qu'on remarque, c'est que les fils paient pour le crime de leur père et que les malédictions vont peser sur des familles, sur des races entières jusqu'à leur extinction, donc c'est assez tragique dans le sens que... de plus en plus tragique au fil des temps. C'est ça, c'est comme si on peut pas échapper à notre destin. Et ce que ça souligne, en fait, c'est lié, en fait, à l'évolution qu'a connue le droit athénien, le droit grec, depuis le droit archaïque, un peu plus ancien, qui était axé sur la vengeance personnelle, sur la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, donc qui créait beaucoup de vendetta et beaucoup de désordre. Puis, on a une évolution vers une justice civique qui est prise en charge par la communauté des citoyens, où les citoyens vont décider des peines, vont décider des lois, vont décider des sentences. Donc, il y a un petit peu un rôle d'éducation, en fait, de vouloir comme plus orienter la population vers la justice civique plutôt que le œil pour œil. Oui, c'est ça, c'est vraiment... et d'ailleurs, on va le voir, là, ça s'inscrit dans des événements politiques actuels, son théâtre, mais c'est ça, c'est comme un exercice de montrer aux gens qui vont exercer la justice, parce que c'est vraiment une démocratie directe et c'est une justice directe, il n'y a pas de juge professionnel, c'est vraiment des citoyens qui le font. C'est quoi la justice et pourquoi, en fait, on doit, c'est ça, miser sur une justice qui est civique plutôt que personnelle. Et je voulais vous montrer un exemple très bref, là, je vais y aller rondement, d'une trilogie liée pour montrer un petit peu cette évolution. C'est une trilogie qui s'appelle l'Orestie. Et dans la première pièce, on rencontre la reine de Mycène, qui s'appelle Clytemnestre, et elle assassine son époux, le roi Agamemnon. Donc, un premier sacrilège, parce qu'en fait, Agamemnon, lui, il avait offert leur fille en sacrifice. Donc, c'est comme une mère qui pleure la mort de sa fille et qui va tuer son mari. Donc, je sais pas comment dire, un meurtre d'un époux, ben c'est un sacrilège. Mais ensuite, dans la deuxième pièce, Oreste, qui est le fils d'Agamemnon et Clytemnestre, va tuer sa mère pour venger le meurtre de son père. Mais encore là, on commet un crime horrible, c'est un matricide, et ça aussi, ça attire une certaine malédiction sur soi. Là, lui, il n'y a plus de mère, plus de père, plus de sœur. Ben, c'est ça, c'est comme... Il y a une sœur, en fait, mais bon... c'est des meurtres en série, et là, on voit qu'on est encore dans cette justice archaïque, de la vengeance personnelle, de la loi du talion. Ça fonctionne pas. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Puis dans la troisième pièce, finalement, les dieux vont lui dire « Va à Athènes, va te faire juger par le tribunal de l'Aréopage qui a été institué par la déesse Athéna. » Et ça, c'est un tribunal civique. C'est un tribunal de la communauté qui va dire « Non, finalement, tu es lavé de ton crime parce que tu as assez souffert. Tu sais, on comprend les motivations qu'il y avait derrière ce meurtre. » Et finalement, ben, Oreste va pouvoir demeurer en paix. Et c'est ce qui montre finalement un petit peu cette évolution de la justice archaïque à la justice civique. Donc voilà, c'est un des thèmes importants du théâtre d'Eschyle, et peut-être, qui sait, je reviendrai en parler dans une prochaine chronique, puisque... Ça ou les comédies. Hein, oui, ben peut-être, hein, ça serait peut-être un petit changement appréciable. Je dis ça, puis je fais pas plus de sujets joyeux quand je viens, mais j'encourage les gens d'en faire. Oui, ben je pourrais, tout à fait. Ben merci beaucoup pour ta chronique, et en fait, c'est ça, les petits tableaux, les œuvres cycliques, en fait, que tu nous parlais, ça me fait penser à la chronique de Mathieu Cordeau du 16 mars 2018 sur le Ring de Wagner et en fait la mythologie germanique. Donc, si vous avez envie d'écouter ça, c'était le 15 décembre, 16 mars 2018. Pardon, on va aller en pause. Oui, on va partir avec Tu vas finir par te tuer, par Douance.
Re-bienvenue tout le monde à Histoire de passer le temps. Et oui, vous entendez bien, c'est Magali au micro qui reprend en fait le rôle d'animatrice parce que maintenant je cède la parole à Chloé qui va nous parler des troupes auxiliaires dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, des troupes qui étaient très fortement féminines. Est-ce que j'ai bien dit ça? C'est bien des troupes auxiliaires. Ces troupes auxiliaires, en fait, sont pas nécessairement féminines, mais dans la Deuxième Guerre mondiale, on va commencer à les intégrer. Donc, aujourd'hui, je vous parle vraiment de cette intégration des femmes. Par contre, il n'y a pas juste des femmes. Donc, en fait, il y a quelques mois, j'étais venue vous parler, en fait, des infirmières dans la première et la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, c'est pas la seule participation qu'on a qui se fait dans l'armée ou très, très proche de l'armée. Il y a aussi des femmes qui vont participer dans ce qu'on appelle les forces auxiliaires, donc des forces non combattantes. Puis pourtant, c'est ça, on pense tout de suite aux infirmières, puis il y a tellement d'autres domaines où on a pu déployer une présence féminine. Oui, tout à fait. Et on va quand même avoir des chiffres assez impressionnants. Là. Mes petites recherches, je les ai faites au niveau Canada, Grande-Bretagne, États-Unis. On parle de 45 000 pour les forces canadiennes, 350 000 pour les forces américaines et 600 000 pour les forces britanniques dans les trois branches de l'armée. Ça inclut les 3 filles de Churchill. Oui. Ça inclut également la reine Élisabeth. Ben oui, pour tous les fans de The Crown, hein, on sait qu'Élisabeth a été mécanicienne. Exactement. Donc, elle était dans les forces auxiliaires. Et comme, en fait, on est en Grande-Bretagne, donc il y a des raids aériens, il y a également eu 1500 décès de femmes dans les forces auxiliaires, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Canadiennes, des États-Unis, où est-ce qu'il n'y avait pas de combat sur leur territoire. Donc, si on regarde un peu qu'est-ce que c'était leur rôle, en fait, aux forces auxiliaires, c'est des forces qui sont non combattantes. C'est des postes qui étaient autrefois, encore aujourd'hui, donc à ce moment-là, qui étaient occupés uniquement par des hommes. Mais on va commencer à libérer ces postes-là pour que les hommes puissent aller se battre. Donc, en fait, le slogan des forces auxiliaires, ce qu'on va utiliser pour appeler les femmes à venir se battre dans les forces auxiliaires canadiennes, ça va être « nous servons pour que les hommes puissent participer au combat ». Donc, c'est vraiment l'objectif là, de prendre leur place dans toutes sortes d'emplois. Parce qu'on n'est vraiment pas prête à ce que des femmes prennent des hommes. Absolument pas. Pas tout de suite. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau des États-Unis, donc je vais vous donner un peu quelques exemples d'emplois qui étaient occupés par les femmes. C'est assez semblable pour le Canada et la Grande-Bretagne. On va avoir environ un 40% des effectifs qui vont être dans la Army Service Corps. Et là, c'est très, très, très varié. Elles vont calculer des vitesses de balles. Elles vont être mécaniciennes. Elles vont être électriciennes. Vont gérer des dossiers, par exemple, elles qui vont remettre les armes. Aux soldats. Elles vont être opératrices radio. Très, très intéressant. Ils vont être souffleuses de verre pour faire des petites fioles pour les laboratoires de chimie. Wow! Elles vont tester des walkie-talkies. J'aurais vraiment aimé ça faire ça. Oh mon Dieu, j'aurais adoré! Et j'ai pas spécifiquement qu'est-ce qu'elles ont fait pour ce projet-là, mais elles ont participé au projet Manhattan, donc celui de créer la bombe atomique. On a un autre 40% qui va être, Pour Manhattan, elle faisait en partie les calculs, vu qu'il n'y avait pas encore vraiment d'ordinateur de puissance de calcul, on avait besoin de gens pour dérouler des équations, en fait. Wow. Ça a vraiment beaucoup de sens. Oui, puis je pense que j'ai vu ça se peut-tu qu'il y ait un film à cet effet sur... Oui, sur les figures de l'ombre, par contre, là, on est plus dans les années 50. Voilà. Oui. On est dans la NASA. Exactement. OK, bon, je mais mélange. Oui, donc ça ressemble un peu à ça. Les calculs mathématiques. Elles vont être dans les forces de l'air également, donc un 40%. Observatrices météo. Elles vont analyser des photographies aériennes. Elles vont être opératrices radio également. Décodage de messages, donc vraiment très cool. Et on a un dernier 20% qui va être dans la Ground Army. C'est celles qui vont être possiblement envoyées à l'étranger. Donc ça a l'air très cool. Ouais. Mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est pas nécessairement, mais en fait, ça dépend de nos intérêts. Oui. Mais c'est des jobs, en fait, qui vont être plus typiquement féminines, donc secrétaires, cuisinières, ils vont faire du ménage. On a d'ailleurs un contingent, en fait, de femmes afro-américaines qui vont être envoyées en France et elles vont complètement réorganiser le système postal américain. Donc, c'est elles qui vont s'occuper de ça. Et donc, c'est ségrégué encore à ce moment-là. Oui, encore à ce moment-là. Donc, autant au niveau de l'armée des hommes que les femmes, c'est ségrégé. Et on a cette loi-là à l'époque où est-ce que on veut que les personnes noires représentent maximum 10% de l'armée. Bon. Et j'ai une mention spéciale pour les Gunners britanniques. Donc, ça sonne... pas eu, oui, ça sonne intéressant. Donc, on n'a pas eu de force combattante en tant que telle au Canada, aux États-Unis. Par contre, on a eu ce qu'on va appeler des Gunners.
ou des bombardières. Donc, à partir de 1941, des femmes britanniques vont être déployées sur les batteries anti-aériennes sur le territoire britannique. Donc, comme je l'ai dit, là, il y a des raids aériens qui sont... que l'Allemagne va faire directement en Grande-Bretagne. Donc, on a besoin de canons pour tirer ces avions-là. Ce ne sont pas les femmes qui vont tirer. Par contre, elles vont être très, très présentes dans ces batteries anti-aériennes-là, qui vont être mixtes. Donc, ça va choquer, d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Là. Oui. On parle, généralement, une batterie typique va avoir 189 hommes et 299 femmes. Mon Dieu, mais est-ce que ça veut dire qu'elle tire du gun? Malheureusement, non. Ou heureusement pour elle. Là, oui, ça dépend. Dépendamment de ce qu'elle veut faire, mais... beaucoup d'emplois là-dedans qui vont être une fois de plus secrétaires, cuisinières. On parle quand même de... C'est gros, une batterie anti-aérienne. Oui, mais on a également des femmes qui vont devenir des spotters, qu'on va appeler. Donc, elles vont tenir les grosses lumières et identifier les avions qui passent au-dessus. Elles vont également faire des calculs de où est-ce que les bombes tombent. Donc, en gros, c'est elles qui visent. C'est elle qui vise. Mais elle tire pas. Donc voilà, un peu comme pour rendre aux mathématiciennes du projet Manhattan, l'honneur revient à d'autres. La reconnaissance, exactement. c'est pas... Et dans ce cas-là, les médailles vont revenir à d'autres aussi. Donc voilà, il n'y a pas une reconnaissance du même niveau pour ces femmes. Non, malheureusement. Si on regarde un peu au niveau de c'est qui, en fait, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles avaient comme conditions, on parle de, généralement, des jeunes femmes qui peuvent être engagées entre 21 et 45 ans pour les États-Unis. Par contre, si on regarde en Grande-Bretagne, la moitié d'entre elles ont moins de 22 ans. Et dans ces femmes-là, le quart ont moins de 20 ans. Donc, elles sont vraiment très, très jeunes. Les femmes qui s'engagent, c'est pas étonnant. En fait, il n'y a pas de famille. Ah, c'est ça. En fait, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants. Parce que ils peuvent être mariés, mais on veut pas qu'elles aient de dépendants. Donc, soit qu'elles soient les personnes qui s'occupent de leurs parents ou qui s'occupent des enfants. Voilà, c'est ce qui explique la jeunesse des Voilà, tout à fait. Donc, c'est aussi la jeunesse, la possibilité de faire des nouveaux emplois, de pouvoir faire un entraînement, dans certains cas, de pouvoir aller à l'étranger. Donc, c'est des choses qui intéressent cette belle jeunesse-là. On parle aussi salaire. Pas surprenant, c'est payé aux 2/3 du salaire que les hommes avaient dans les forces auxiliaires pour le même emploi. Au niveau du Canada, ça va monter un petit peu, presque à 80% de la paye pour certains métiers plus spécialisés, mais ça s'égalisera pas. Ils vont pas non plus recevoir les mêmes indemnités, malheureusement. Fait intéressant, ils reçoivent pas la même diète. Ah ben ça, c'est spécial. Ben oui, on considère que les femmes ont besoin de moins de viande, de moins de pain. Donc, on leur donne plus d'œufs et de légumes. J'ai des doutes. Ben, ça n'a pas fonctionné parce que les femmes ont fini par se plaindre parce qu'elles avaient faim. Donc, on leur a mis une diète de la même. Ils doivent faire un travail assez manuel, assez exactement, intense. Donc, oui, tout à fait. Bon, ben coudonc. Au moins, ça l'a changé. On a fini par les nourrir comme les autres soldats. En même temps, je dis soldats, mais au départ, les forces auxiliaires ne font pas partie de l'armée. Elles vont être éventuellement intégrées là, au courant de la guerre, justement, autour des années 1943. Mais ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas soumises à la loi martiale. Et de toute façon, on considère que les femmes sont plus disciplinées que les hommes sur les grosses offenses. Donc, de façon, des gros crimes là, de meurtre, ça n'arrivera pas, de désertion. On pense qu'elles sont plus disciplinées à ce niveau-là. Donc, on n'est pas trop fâché qu'elles ne soient pas intégrées directement à l'armée. Ce qui fait également en sorte que leurs officières sont des femmes. Donc, c'est pas des hommes qui vont être au-dessus d'eux, sauf dans le cas des batteries anti-aériennes mixtes. Et ça fait également en sorte que lors de la démobilisation, on va donner la priorité aux femmes qui sont mariées. Donc, on s'attend à ce qu'elles aient toutes ramassé le foyer familial pour accueillir le mari qui va revenir. Donc, c'est pour ça qu'on va les démobiliser en premier. Les chanceuses. Oui, c'est ça, pour devenir des femmes des années 50. Quelle joie! Oui! Je sens beaucoup de haine envers les femmes. La condition des femmes. La condition, pas les femmes en tant que telles. Non. On choisit pas quand on est. Non. Voilà. Et une petite dernière partie, peut-être, là, sur la réception, en fait, de ces femmes-là dans la société, comment qu'on les perçoit. En fait, la réponse est très mal. En fait. Donc, on est assez... les parents vont être horrifiés, en fait, que leur fille se porte volontaire pour les forces auxiliaires et surtout dans le cas des batteries anti-aériennes mixtes. De la proximité avec les hommes, j'imagine. Oui, exactement. Il y en a on a une
peur vraiment très, très grande de ce qu'on appelle la promiscuité, qui est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, là, mais qu'à l'époque, début 20e, là. Voilà, c'est ça, explicite. Oui, donc on aura en peur des relations sexuelles, même les relations amoureuses hors mariage, on veut pas ça. Et il faut comprendre aussi que à cette époque-là, les filles sont vraiment extrêmement naïves et vulnérables parce qu'elles n'ont pas d'éducation autre que parfois peut-être un peu de discussion sur ce qu'on va appeler entre guillemets l'hygiène, là, donc peut-être au niveau des menstruations un petit peu, mais elles connaissent rien de la protection, la contraception, et elles savent même pas en fait comment ça fonctionne une relation sexuelle. Donc elles se retrouvent très vulnérables, surtout dans les cas où est-ce qu'elles vont être plus proches des soldats masculins qui sont souvent plus vieux en fait qu'elles dans les forces auxiliaires. Ouais, je comprends l'anxiété dans ce cas-là, mais voilà. Oui, mais l'anxiété va pas juste là. Donc, c'est pas juste qu'on craint pour nos filles, c'est qu'on craint pour leur moralité. On a l'impression, en fait, que ces femmes-là sont une liberté sexuelle très, très intense. Qu'elles ont des relations avec des hommes. On a peur qu'elles aient des relations avec des femmes aussi. Je vais en parler un petit peu plus tard. Encore pire. Je sais pas si c'est nécessairement pire. En fait, il y a peut-être pas l'élément enceinte dans ce cas-là, mais je serais curieuse, puis je pense pas qu'il existe de statistiques là-dessus, mais est-ce que c'était appuyé? Est-ce que vraiment il y a eu tant de relations que ça entre soldats et femmes des troupes auxiliaires? Ben, il y a eu quelques... l'histoire orale est quand même assez importante au niveau de la Deuxième Guerre mondiale parce que les gens ont... Quand l'histoire orale a commencé à être populaire, ben, les soldats étaient encore vivants. Donc, ça aide pour faire l'histoire orale. Et ils ont fait des interviews, justement, avec des femmes qui ont été dans les forces auxiliaires et ils vont affirmer qu'effectivement, il y avait des relations sexuelles, il y avait des relations amoureuses hors mariage, que ce soit dans les batteries antiaériennes ou encore dans les forces auxiliaires de manière générale, mais que c'était vraiment moindre. Les journaux exagéraient vraiment beaucoup sur... Parce que c'est sûr que ça devait arriver, mais c'est ça, c'est plus la panique morale qui entoure. Oui, vraiment une panique morale, et une panique morale qui vient aussi, entre autres, du fait que c'est la réputation en fait des femmes ouvrières qui va les suivre. On a environ le 2/3 des femmes dans les forces auxiliaires britanniques qui proviennent de la classe ouvrière, une classe ouvrière qui a déjà une mauvaise réputation, malheureusement, au niveau des rumeurs de liberté sexuelle, donc ça va juste les suivre là, lorsqu'elles vont faire partie des forces auxiliaires. Et là, je parlais en fait des relations qui font peur entre les femmes. Donc, c'est la première fois en fait qu'on a dans plusieurs pays, que c'est la première fois qu'on va avoir des femmes baraquées ensemble. Et là, on commence à craindre là, qu'il y ait des relations intenses qui vont se tisser entre ces femmes-là. Et en 1941, les forces auxiliaires britanniques vont publier un mémorandum à l'effet des officiers qui va s'appeler, je mets en guillemets, là, a special problem. Donc, dit pas grand-chose, mais en gros, là, c'est sur comment détecter et comment gérer les relations homosexuelles entre femmes, comment les détecter, comment faire la différence entre une relation amicale saine versus une relation amicale malsaine. OK. Puis ça, est-ce que c'est les hommes de l'armée qui vont gérer ça ou c'est les femmes elles-mêmes? C'est les femmes, parce qu'en fait, on parle d'officières. Dans un ouvrage que j'ai lu, l'historien comparait les officières, en fait, de l'ATS, qui est le Auxiliary Territorial Service, comparé à des nannies. Donc, en gros, une genre de police des mœurs. En même temps, j'ai ça, et j'ai mentionné un petit peu plus tôt qu'ils n'étaient pas soumis à la loi martiale en bonne et due forme. Généralement, la manière qu'on allait gérer ces relations-là, lorsqu'on pensait qu'il y en avait peut-être une, que ce soit vrai ou pas, on allait juste transférer une des femmes. Donc, elles n'étaient pas punies en tant que telles pour ça. Plus qu'il faut. Contrairement, par exemple, dans le cas des hommes, des relations homosexuelles, au niveau de la sodomie, là, on a des peines. Au niveau des États-Unis, c'est de 5 ans, généralement. Donc, ce que les femmes n'auront pas. Bon, c'est déjà ça C'est déjà ça pour elles. C'est ça. Voilà. C'est terrible pour leurs collègues masculins. Oui. Cependant. Peut-être que j'ai nous reparler un jour de l'homosexualité durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça serait dans l'armée, c'est un sujet très intéressant. Donc, ce qui fait en sorte, avec toutes ces idées de promiscuité-là, qu'en 1943, au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, l'enrôlement va cracher. Désolée. À cause de cette réputation. À cause de la réputation, les hommes ne veulent pas que les femmes, que leurs filles, que leurs sœurs s'engagent dans les forces auxiliaires. Par exemple, aux États-Unis, les soldats, dans leurs lettres qu'ils envoient à la famille, 84% des soldats qui vont parler des forces auxiliaires, des femmes dans les forces auxiliaires, vont avoir une opinion défavorable, alors que la majorité d'entre eux ne côtoient pas des femmes
des forces auxiliaires. Donc, c'est vraiment... C'est donc du oui-dire. C'est du oui-dire, parce que le oui-dire qui est quand même important dans l'armée à ce moment-là, c'est que les forces auxiliaires auraient un de leurs rôles serait de, entre guillemets, une fois de plus, garder le moral des troupes. Donc, lire ici, avoir des relations sexuelles avec les soldats pour qu'ils soient encore contents d'aller au front. Donc, on a cette idée-là, là, cette rumeur que 90% des femmes seraient des prostituées dans les forces auxiliaires et que 90%? Ben oui, je sais pas ça sort d'où en plus. C'est incroyable! Et que 40% seraient enceintes. Donc, on comprend la panique morale là, de la population. Là, ça va pas bien. Wow. Donc, c'est sûr qu'on veut pas que nos filles, entre autres, s'engagent là-dedans. Et d'autres personnes qui sont pas super chauds à l'idée, en fait, des femmes dans les forces auxiliaires, ben, c'est les hommes dans les forces auxiliaires. Ceux qui sont tassés, qu'on envoie au front dans les forces combattantes. C'est comme, sais-tu quoi? Moi, j'aimerais mieux rester mécanicien, pas me faire bombarder. On les comprend. Oui, à quelque part, je peux saisir, mais ça retombe toujours sur les femmes, finalement. Exactement. Donc, Peu ils vont importe. quand même faire partie un peu des gens qui vont propager un petit peu les rumeurs à gauche et à droite. Bon. Donc, en petite conclusion rapide, là, c'est vraiment le fun, en fait, que les femmes aient pu participer dans les forces auxiliaires. C'est vraiment une entrée pour elles dans l'armée. Éventuellement, elles vont pouvoir combattre. Ça ne fait pas en sorte, par contre, que le fait d'être soldat devient un acte un peu asexuel, entre guillemets. On est encore, c'est une séparation genrée est encore là. Et c'est une enclave féminine, en fait, dans un environnement masculin. Donc, on n'est pas encore dans une grosse révolution des genres là, au niveau de l'armée. Et aussi, si on inclut les infirmières militaires, les femmes qui ont participé à l'armée, que ce soit canadienne, américaine ou britannique, 90% d'entre elles vont faire des tâches qui sont encore dites féminines. Donc, prendre soin, cuisiner, être secrétaire, faire du ménage. Donc, une belle avancée, mais pas une révolution. Non, exactement. Bon, Voilà. excellent. Ben, merci, Chloé. Est-ce que je te passe la parole pour la conclusion de l'émission? Ben oui, mais moi j'avais des petites chroniques à Ben oui. vous suggérer. Hein. Va. Je vous connais. Participation des femmes en guerre. Donc, je vous suggère la chronique d'Édith Champagne du 8 juin 2018 sur les soldats durant la Première Guerre mondiale. Et ben c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, on va finir comme ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Elliot. Merci à nos chroniqueuses, Rosalie, Magali, qui a fait de l'animation aussi. Et à toi. Merci. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bon long week-end, en fait. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.